Je m'appelle Marissa Cole et j'ai 29 ans. 4 jours avant Thanksgiving, je suis sortie d'un double quart de travail, exténuant aux urgences, pour découvrir que la clé de ma maison ne tournait plus dans la serrure. Je me tenais sur le porche de la maison dans laquelle j'avais grandi, agitant la clé d'avant en arrière, à moitié convaincue que c'était une confusion, une sorte d'accident. À travers le rideau de dentelle près de la porte, je pouvais voir la silhouette de ma mère dériver à travers le salon, calme et sans hâte, comme si mes coups sur la porte ne signifiaient rien du tout. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, jusqu'à ce que ma main me fasse mal dans l'air froid de novembre. Finalement, mon père a ouvert la porte juste assez pour pousser 2 sacs polochons sur le tapis de bienvenue et prononcer 5 mots que je sais que je porterai pour le reste de ma vie. Il n'y a pas de place pour toi. Ces sacs contenaient mes affaires. Rien de plié, rien de manipulé avec soin, juste entassés comme des objets destinés au trottoir. Mon écharpe préférée, celle en laine sur laquelle j'avais fait des folies, avec mon tout premier chèque de paie en tant qu'infirmière en soins intensifs, était en boule quelque part à l'intérieur. Mon père ne s'est pas attardé à une réaction. Il a fermé la porte et j'ai entendu le verrou se mettre en place derrière lui. Je devrais expliquer comment les choses en sont arrivées là, car rien de tout cela n'est arrivé sans avertissement. Mes parents, Daniel et Renata Cole, avaient passé près de 3 ans à devenir plus froids envers moi. À partir du moment où j'ai refusé de céder le modeste héritage que ma grand-mère a laissé derrière moi à l'âge de 28 ans. Ce n'était pas une somme énorme, 75 000 $, assis tranquillement sur un compte qu'elle avait arrangé bien avant son décès. Mon père l'a présenté comme une opportunité pour ce qu'il appelait des entreprises familiales partagées. Je l'ai vu différemment. Je voulais qu'il soit laissé seul, intact, parce que la façon dont il a poussé pour cela n'a jamais eu envie de demander. C'était comme s'il croyait que cela lui était dû. Au moment où j'ai refusé, tout a changé. Les dîners devinrent tendus et brefs, mes appels sont allés sur la messagerie vocale le plus souvent. Et maintenant, 4 jours avant des vacances destinées à la gratitude, je me suis assis dehors par temps glacial, serrant 2 sacs polochons de mes affaires, pendant que les gens qui m'ont élevé agissaient comme si je n'étais personne qu'ils reconnaissaient. J'ai d'abord essayé ma sœur cadette, Iris. Pas de réponse. Puis j'ai appelé Devika, mon amie la plus proche depuis l'école d'infirmière, mais elle était en plein vol pour voir la famille de son fiancé et ne pouvait envoyer qu'une rafale de SMS inquiets à 30 000 pieds. Je me suis assis dans ma voiture, dans cette allée pendant près d'une heure, le moteur tournant pour me réchauffer, me creusant la cervelle pour aller quelque part, n'importe où. Mon propre bail avait pris fin à peine 10 jours auparavant et je m'étais écrasée temporairement chez mes parents pendant que je cherchais un appartement, une décision qui semblait maintenant presque cruellement ironique. Tous les hôtels proches de la ville étaient soit complets pour la ruée vers les vacances, soit facturés des tarifs qui me serraient la poitrine lorsque j'ai vérifié mes économies en baisse, me remettant toujours d'une réparation inattendue de la transmission le mois précédent. Au moment où la nuit est tombée et que les premières averses de neige ont commencé à dériver, je me suis retrouvée garée à l'extérieur d'un immeuble avec une pancarte manuscrite indiquant Willow Creek Outreach Center. Je suis passée devant ce bâtiment plus de fois que je ne pouvais en compter et je ne me suis jamais imaginé franchir ses portes. Mais cette nuit-là, je l'ai fait. J'ai traîné mes 2 sacs polochons devant une table décorée d'une guirlande à moitié enfilée et un bénévole nommé Emmett m'a enregistré sans un soupçon de jugement dans sa voix. Il m'a simplement remis un devoir de lit-bébé et une couverture pliée en disant « Les vacances sont proches, nous vous aurons trié avant ». C'est la raison pour laquelle j'ai passé la veille de Thanksgiving assis sur un lit étroit à l'intérieur d'un gymnase d'abri qui sentait le café instantané et le tissu humide entouré d'étrangers, chacun portant une histoire sur la façon dont ils avaient atterri là aussi. La femme sur le lit à côté du mien avait l'air d'avoir la soixantaine tardive, les cheveux gris tordus en un nœud soigné, ses yeux vifs et vigilants d'une manière qui semblait déplacée dans cette pièce fatiguée. Elle m'étudia pendant plusieurs longues minutes avant de finalement rompre le silence. « Comment vous appelle-t-il » demanda. Telle, la voix basse. « Marissa » lui ai-je dit. « Marissa Cole ». Elle a gelé, complètement gelé, comme quelqu'un le fait quand un nom atterrit quelque part auquel il ne s'attendait pas. Puis elle a tendu la main et m'a attrapé le poignet, plus serré que prévu. « Cole », répéta-t-elle lentement. « Ta grand-mère était Vivian Cole. » J'ai hoché la tête, mon pouls s'accélérant soudainement pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la température. « Ta grand-mère m'a embauchée, » dit la femme, les yeux brillants de quelque chose entre chagrin et désespoir. « Il y a 11 ans, elle m'a dit exactement que cela pourrait arriver un jour et elle a laissé quelque chose pour toi, mais seulement si je te trouvais ici, comme ça, sans nulle part où aller. Elle savait qu'il finirait par te faire ça. » J'ai commencé à lui demander ce qu'elle voulait dire, ce que ma grand-mère aurait pu organiser d'outre-tombe qui dépendait de moi pour me retrouver dans un refuge la veille des vacances. Mais avant que je puisse parler, un agent de sécurité a appelé le nom de la femme de l'autre côté de la pièce et elle s'est levée rapidement, me disant de rester sur place, qu'elle reviendrait avec quelque chose qu'elle avait protégé pendant plus d'une décennie. Son nom, j'apprendrai quelques instants plus tard, était Corinne Voss. Elle traversa le sol du gymnase en tenant un sac en cuir abîmé pressé contre sa poitrine comme s'il contenait quelque chose de cassable.
Elle s'abaissa à nouveau sur le lit, décompressa le sac avec des doigts qui tremblaient légèrement et en sortit une enveloppe scellée et jaunie ainsi qu'une petite clé nouée à l'intérieur d'un mouchoir en tissu. Ta grand-mère est venue me chercher au printemps avant de mourir, a déclaré Corinne. Elle n'a jamais fait confiance à tes parents. Elle m'a dit carrément, Daniel a un problème d'endettement qu'il a caché pendant des années et Renata a passé 3 décennies à lui trouver des excuses. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, il trouverait un moyen de tout prendre, y compris toi, au moment où tu baisserais ta garde. Corinne a mis l'enveloppe dans mes mains. Elle m'a payé chaque année pendant 11 ans, juste pour garder ça caché et pour garder un œil sur toi. Elle m'a dit, si jamais vous finissiez vraiment désespéré, pas simplement en difficulté, mais avec absolument nulle part où aller, ce serait la preuve qu'ils avaient enfin révélé qui ils étaient vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'étais censée te trouver et remettre ça. Mes mains tremblaient en déchirant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de l'écriture caractéristique de ma grand-mère, associée à un document plié d'un cabinet d'avocats situé à 2 comtés de distance. La lettre révélait qu'elle avait discrètement transféré le titre d'une petite maison, un modeste chalet sur Thistlewood Road, qu'elle avait acheté des années avant sa mort par le biais d'une fiducie distincte dont mes parents ignoraient l'existence, entièrement placée à mon nom. Elle avait également mis de côté un compte contenant 55 000 $ supplémentaires détenus par l'entreprise et seulement libéré une fois que Corinne a confirmé que j'avais été trouvée dans un refuge ou dans une situation tout aussi désespérée. Les mots de ma grand-mère sur cette page m'ont frappé plus fort que l'air froid ne le pourrait jamais. Si vous lisez ceci quelque part comme ça, cela signifie qu'ils sont devenus exactement ce que je craignais qu'ils deviennent. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger d'eux pendant que j'étais encore là. Laissez cela vous protéger maintenant. Je me suis assis là sur ce lit, la neige dérivant devant les fenêtres du gymnase, tenant la preuve que ma grand-mère avait compris la vraie nature de mes parents bien avant que je ne me l'accepte. Corinne m'a serré l'épaule et m'a expliqué que le cabinet d'avocats Ashcombe et Marsh ouvrirait le lendemain des vacances et qu'elle avait tenu des registres méticuleux de chaque enregistrement annuel au cas où quelqu'un tenterait de contester l'arrangement. Elle avait fait tout cela par dévotion envers une femme qui la payait non seulement en argent, mais en confiance, parce que ma grand-mère lui avait dit que je méritais quelqu'un à mes côtés une fois que la famille dans laquelle je suis née a décidé que je n'appartenais plus. Le lendemain matin, j'ai appelé Ashcombe et Marsh à l'instant où leurs portes se sont ouvertes. Une parajuriste nommée Bianca a confirmé tout ce que Corinne m'avait dit et a pris rendez-vous pour 2 jours plus tard. Quand ce jour est arrivé, je me suis assis en face d'un avocat nommé Julian Ashcombe qui m'a guidé à travers chaque page de la fiducie avec une précision patiente. Le chalet sur Thistlewood Road était petit, une maison de 2 chambres avec un jardin devenu sauvage par négligence, mais c'était entièrement à moi, libre de toute hypothèque et complètement coupé de tout lien avec mes parents. Les 55 000 $ m'ont été remis dans la semaine, une fois que les 11 années de visite documentées de Corinne ont été vérifiées au-delà de tout doute. J'ai emménagé dans ce chalet début décembre. Les sols craquaient. Le papier peint s'est enroulé au niveau des coutures. Le jardin était un désordre de branches envahies par la végétation. Mais c'était silencieux, et c'était à moi, et personne ne pourrait plus jamais me dire que je n'appartenais pas à cet endroit. J'ai changé toutes les serrures avant de déballer un seul sac. Mes parents ont découvert l'héritage environ 1 mois plus tard, lorsque mon père s'est présenté sans y être invité, ayant arraché l'adresse d'un cousin éloigné. Il se tenait sur mon nouveau Porsche, dans mon allée, sur un terrain qui m'appartenait, exigeant de savoir pourquoi ma grand-mère avait coupé la famille. Je lui ai dit calmement qu'elle n'avait coupé personne. Elle avait simplement protégé la seule personne de la famille qui ne lui avait jamais demandé une seule chose. Il n'avait aucune réponse à cela. Je lui ai demandé de partir, et pour la première fois de ma vie, il l'a fait. Je repense encore à cette nuit sur le lit, à la prise de la main de Corinne sur mon poignet, à quel point j'ai failli perdre tout espoir avant que tout ne change. Ma grand-mère a passé 11 ans à préparer tranquillement un moment où elle priait pour qu'il n'arrive jamais, juste pour que je ne l'affronte pas complètement seule si jamais c'était le cas. Je ne sais pas si mes parents et moi retrouverons un jour notre chemin l'un vers l'autre, et si je suis honnête, je ne suis même plus sûre de vouloir ça. Mais je sais que quelque part, ma grand-mère a vu ce moment précis arriver, et elle était absolument certaine que même à mon point le plus bas, j'atterrirais sur un sol solide.